Clémentine Autain, puisque vous souleviez ce problème-là dès le début de l'émission. Oui, ben ça, évidemment, c'est elle qui le dit. Mais profondément, elle a raison. Il y a un problème de représentation dans ce pays. On a un système qui exclut la proportionnelle et qui est uninominal et qui nous enferme d'ailleurs, qui enferme les possibilités. Et je crois que ça, c'est aussi à bout de souffle, vraiment, vraiment à bout de souffle. Donc il faut modifier du sol au plafond notre système institutionnel. Et c'est même une des clés pour retrouver un lien de confiance entre la majorité de nos concitoyens et le système institutionnel, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à un stade où il y a une rupture, enfin quelque chose qui ne fonctionne plus. Dominique Rousseau, vous êtes professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Vous proposez dans votre nouveau livre de radicaliser la démocratie. Alors pour vous, la démocratie électorale telle que nous la connaissons n'est pas représentative, mais un peu de proportionnel n'y changerait pas suffisamment. Vous voulez changer ça beaucoup plus, hein. Oui, la proportionnelle, ça serait déjà très bien. La proportionnelle, ça serait déjà très bien et mieux que le scrutin majoritaire à deux tours. Mais c'est vrai que le problème aujourd'hui, et toute la discussion l'a montré, consiste à changer fondamentalement le système politique. Je pense qu'on a parlé beaucoup du peuple, mais aujourd'hui, le peuple est le grand absent. Il est en même temps la référence, mais en même temps le grand absent. Parce qu'il a été englouti par deux forces, les représentants, la représentation. Vous parliez de démocratie représentative tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative? J'élis des représentants et le peuple doit se taire. Et puis, vous avez aussi le peuple qui a été englouti par le marché. Ce qui fait que le peuple est le grand absent de notre système. Donc, toute la question politique aujourd'hui, philosophique, sociale, culturelle, est de retrouver le peuple. C'est pour ça que je dis radicaliser la démocratie, c'est-à-dire trouver le principe essentiel de la chose. Et le principe essentiel de la chose démocratique, c'est le peuple. Alors, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que le peuple, où il est, comment on le définit. Moi, j'ai une définition très simple. Alors, vous avez dit, je suis juriste, donc évidemment. Mais pour moi, le peuple se définit avant tout par, un accord sur le droit. Un accord sur le droit. Le peuple, ce n'est pas une donnée naturelle, spontanée, il n'est pas immédiatement conscient de lui-même. Il lui faut un artifice. Et cet artifice, c'est les droits de l'homme. Si vous avez, on n'en a pas parlé, mais la manif du 11 janvier, la grande marche du 11 janvier, le slogan qui est sorti, c'est quoi? C'est « Je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman, je suis policier, je suis Charlie ». Autrement dit, ce slogan dit beaucoup mieux que tout ce que les juristes ont pu expliquer dans des tonnes de livres, ce qu'est le principe d'égalité. C'est-à-dire une condamnation à la fois de la conception jacobine et communautariste. La conception jacobine de l'égalité, c'est « je ne veux pas voir les différences ». On ne tient pas compte des différences de sexe, de religion, d'origine, etc. Je ne vois que l'être abstrait. Et puis la définition communautariste, c'est il y a mon identité à moi et c'est là-dessus que les règles doivent être basées. Que nous a dit la manif? La manif nous a dit c'est les différences qui produisent l'égalité. Je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis policier, mais c'est ça qui fait l'égalité. Ce n'est pas une égalité clonique, c'est une égalité de la reconnaissance de la différence. Et c'est cette égalité-là, c'est cette reconnaissance-là que le peuple, que la démocratie doit être refondée, ce que j'appelle la démocratie continue. Alors, mais la démocratie continue, on a l'impression que c'est la démocratie telle qu'on la voit sur Twitter, sur Internet, où l'on peut donner en permanence son opinion, sa sensation et voter quasiment. Sauf que pour moi, la démocratie continue, ce que j'appelle la démocratie continue, c'est très simple, c'est qu'elle doit continuer entre deux moments électoraux. Autrement dit, la démocratie ne se réduit pas au suffrage universel. La démocratie ne se réduit pas à l'État. La démocratie, c'est une forme de société. C'est une expérience vécue par les gens. Or, actuellement, notre démocratie actuellement repose non pas sur le peuple, ensemble d'individus concrets dans leur métier, dans leur quartier, dans leur usine, dans leur école. Ça repose sur un être abstrait, la nation. Or, je suis désolé, mais la nation n'existe pas. La nation, c'est un concept. On ne déjeune pas avec la nation.
On ne déjeune pas avec la nation. On peut déjeuner avec le peuple, il suffit de mettre 65 millions de chaises et on déjeune ensemble. Donc ce qui m'importe, c'est de recréer la démocratie à partir de ce peuple-là. Et toute la difficulté, on l'a bien vu dans les débats que vous avez vus ce soir, c'est le passage d'une forme de démocratie électorale, représentative, où le peuple n'a qu'un droit, c'est celui de se taire, à une autre forme de démocratie où le peuple, mais le peuple du quotidien, le peuple au sens où on dit un quartier populaire, un cinéma populaire, l'homme du peuple, la femme du peuple, c'est ce peuple-là qui doit être à la refondation de la démocratie. Et dans cette situation, si vous voulez, vous avez parlé tout à l'heure de Gramsci, le vieux, la crise, le neuf, il y a ce que j'appelle, moi, le syndrome du grenier. C'est-à-dire il y a aujourd'hui, et notamment malheureusement chez les intellectuels, qui devraient nous aider à mettre des mots sur ce qu'on vit, à mettre des mots sur ce qui vient. Nous avons des intellectuels sgrognonieux, nous avons des intellectuels peureux, malheureux, qui, devant la situation actuelle, plutôt que de nous aider à penser, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir dans le grenier les Dinky Toys, les Tépazes, la blouse grise, pour essayer de dire « Oh, comme c'était bien avant ». Bon, d'accord, c'était peut-être bien avant, mais c'est plus ça. Et la démocratie qu'on a inventée, c'est une démocratie qui doit permettre à ce peuple du quotidien de participer à la définition du bien commun. Vous avez parlé des élites, la coupure entre les élites. Il y a une réforme qu'il faudrait faire, supprimer l'ENA et le Conseil d'État. Non pas parce que les élites sont mauvaises, mais parce que nos élites françaises, non pas parce qu'il ne faudrait pas d'élite, mais parce que les élites françaises, elles sont monoformatées. Oui, c'est le formatage. Elles sont monoformatées. Les énarques, vous les trouvez au Conseil d'État, au cabinet, vous avez montré là, vous les trouvez dans les cabinets d'affaires, dans les cabinets d'avocats d'affaires, dans les banques, dans les assurances, à la direction de Sciences Po, il y en avait un qui était secrétaire général de Canal+, vous les trouvez partout. Il y a une pensée d'État. Nous avons aujourd'hui besoin d'une pensée de la société civile, là où il y a une diversité des modes de vie, des expériences de vie. La démocratie, ce n'est pas l'arithmétique. Vous parliez du suffrage, des modes de scrutin. La démocratie, ce n'est pas l'arithmétique 51. La démocratie, c'est l'expérience vécue des gens là où ils sont. Et c'est ça que notre génération doit penser, inventer et lui donner une traduction institutionnelle. Réaction Non, mais à mon avis, c'est Raphaël, vraiment essentiel. C'est-à-dire que de ce moment-là qu'on est en train de vivre, de cet entre-deux qui est une crise, soit on sort par plus de démocratie, soit on sort par la solution du grenier. Et mon grand problème, c'est qu'effectivement, les intellectuels, les politiques, les gens qui sont censés réfléchir à cette sortie par plus de démocratie, à cette sortie de la crise européenne par une Europe plus démocratique, une Europe justement qui soit plus proche des citoyens, et ben, face à la difficulté de concevoir ça, parce que c'est quand même pas évident, ils ressortent des totems du passé et finalement expliquent que la crise de la démocratie, de l'émergence d'une démocratie horizontale, eh ben, elle doit se résoudre par un verticalisme autoritaire, que la crise de l'école doit se résoudre par des murs, des blouses et des coups de règles, que la crise de l'Europe doit se résoudre par un retour aux souverainetés nationales et au nationalisme. Et finalement, il y a une impensée totale de l'amélioration de la démocratie. Richard Millet, qui n'a rien contre les greniers. Bien compris. Non, mais je ne vis pas dans un grenier. Non, mais vous détestez pas y remonter. Vous l'avez dit dès le début. Vous avez dit il faut se raccrocher au passé. Non, là, j'ai pas dit. Non, Pas se raccrocher. S'ancrer dans l'histoire. Non. J'ai dit qu'il fallait réactiver les grands récits parce qu'il me semble qu'on est toujours le contemporain de Dante, on est le contemporain d'Homère, etc. Ce sont des textes toujours actifs. Et c'est justement parce qu'ils sont toujours actifs que, je l'ai dit tout à l'heure un peu, le capitalisme mondialisé veut les désamorcer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et ça n'a rien de réactionnaire, parce qu'ils sont actifs, ils peuvent être révolutionnaires et progressistes, ces textes, qui sont anciens, mais qui parlent du présent, et ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est ce que je dis, exactement. Donc pas de réaction sur... Non, Laurent je suis étonné de ne pas avoir de conflit. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur un point qui est un point essentiel du débat public d'aujourd'hui, c'est l'identité. C'est cette idée selon laquelle la démocratie, qui organise la liberté finalement, par définition est un acide
pour l'identité nationale. C'est un peu ce qu'il veut dire, je pense. Et le capitalisme contemporain et la démocratie, la liberté économique et la liberté individuelle font que les gens se coupent de leurs racines, qui sont des sortes de zombies modernes qui vivent en dehors de tout. Je pense que cette idée-là est complètement fausse. C'est-à-dire que je ne vois pas ça dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois que l'identité française, les gens savent très bien ce que c'est. Dans la manifestation dont vous parlez, par exemple, l'identité, c'est un des aspects de l'identité, c'est réuni autour des valeurs républicaines. Vous avez dit dans votre livre qu'elle se portait très bien, l'identité française. Oui, elle se porte plutôt bien. Alors, regardez, si on prend la culture, par exemple, la culture, c'est une partie importante de l'identité. Le cinéma français, c'est le 2e du monde. La littérature française, 2 prix Nobel, des librairies partout. C'est un des seuls pays où on peut avoir un débat national autour d'un livre. Vous prenez le mode de vie français, sauf dans certains quartiers où il y a beaucoup de gens différents qui sont majoritaires. Là, je comprends qu'il puisse y avoir un problème d'identité, ça c'est vrai, mais ce sont certains quartiers. Ce n'est pas la France. On prend la partie pour le tout. On pense que toute la France, c'est la cité des 4000. Non, c'est pas vrai. Et si vous prenez plein d'autres exemples, on dit les gens sont coupés de leur passé, ils n'ont pas de mémoire. C'est complètement faux. Dès que vous ouvrez un monument historique, il y a des millions de gens qui vont les voir. Le journal du patrimoine, c'est un succès incroyable. Les émissions d'histoire à la télé, tout le monde regarde ça. Et c'est un des seuls pays aussi, il y a beaucoup de revues sur l'histoire. C'est d'ailleurs un reproche qu'on fait aux Français, c'est de se tourner trop vers le passé, vers l'histoire, vers la commémoration. Moi, je trouve que c'est utile de se tourner vers le passé, au contraire. Et donc, on dit les Français, ils commémorent tout le temps. Donc, ils s'intéressent à leurs racines, ils s'intéressent à leur être culturel. Et on ne peut pas dire que la société contemporaine a annihilé ça. Et je termine juste. L'identité française, c'est pas seulement l'Europe chrétienne, et c'est pas seulement les rois, Clovis, machin. C'est la Révolution française, c'est la Commune, c'est Léon Blum, c'est la Résistance, c'est le général de Gaulle. Ce sont des gens qui sont progressistes, qui sont ouverts, qui vont vers l'étranger, vers l'international. Ce sont des gens qui ont toujours dit que la République était universelle dans ses valeurs. Ça n'a jamais été des gens qui ont dit il faut fermer les frontières, il faut se replier, l'étranger c'est dangereux. C'est le contraire. Et l'identité française, elle est là. Elle est dans cette idée que c'est une société plurielle. Depuis la Révolution française, au moins, c'est comme ça. Et c'est notre identité, ça. C'est pas Clovis, les églises. Ah, c'est très bien les églises, il faut les garder. Mais le fond de l'affaire, c'est le pluralisme et c'est l'ouverture. Alors, il reste 1 minute pour chacun. Richard Millet, puisque c'était à vous que ça s'était adressé. C'est un discours électoral hollandiste, donc pourquoi hollandiste? je le traite absolument par le mépris. Vous caricaturez ce que... il n'est pas hollandiste, 2, il n'est pas méprisable. Mais moi, je ne vous méprise pas, donc je ne vous permets pas de le faire. Voilà. Mais je suis désolé, je ne suis pas égalitariste. Je peux vous mépriser. Vous êtes un homme supérieur, donc. Je n'ai pas dit ça, mais je peux vous mépriser. Vous venez de le dire. Vous venez de dire que je suis supérieur, pas égalitariste, donc vous êtes inférieur, je vous méprise. Je peux répondre. Méprisez-moi. Oui, répondez vite. Mais méprisez-moi, ça me... Laissez-le répondre. Ça vous fait jouir, très bien. Je méprise, c'est mais non, je veux dire simplement, si je prends un exemple, la culture française n'existe pas à l'étranger. Il y a un peu de cinéma, peut-être quelques films, mais accordés à la nouvelle vague, mais le roman français n'existe pas. Houellebecq vient de se vendre à 600 000 exemplaires en Allemagne. C'est une exception, Houellebecq, c'est tout. Et encore pas dans les pays anglo-saxons. Ça vient de se produire. Ensuite, les prix Nobel, parlons-en. Parlons par exemple de Leclésio, qui est l'exemple même, le parangon du politiquement correct, qui n'est pas lu à l'étranger. Vous voyez, donc ça n'existe pas. La seule chose qui existe à l'étranger, c'est la musique contemporaine. Or, cette musique contemporaine, vos camarades socialistes n'ont même pas été foutus de envoyer un représentant aux obsèques du plus grand compositeur qui était Henri Dutilleux. Voilà. Ça, c'est vraiment la réussite française. Alors, 1 minute chacun. Paul Eisner, conclusion provisoire. Non, mais je crois que Dominique Rousseau a très bien posé le problème. Si on se recentre sur la question de la démocratie, de la place des élites, ce passage effectivement d'une démocratie représentative qui ne marche plus à une nouvelle démocratie qui est en train de s'inventer, il me semble effectivement que c'est la question centrale. Mais au centre de cette nouvelle démocratie, tout le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on crée des instances de délibération. Parce que le modèle effectivement de l'économie numérique où des individus vont pouvoir voter en ligne, vont pouvoir s'exprimer de plein de façons différentes, ça ne résout pas cette question. Une bonne démocratie, c'est d'abord la question de l'organisation de la délibération. À mon avis, à des échelles très très différentes.
Et c'est comme ça qu'on réinventera quelque chose qui sera plus une démocratie représentative et qui se rapprochera du modèle traditionnel, du modèle ancien, disons, de la démocratie directe. Corbelot. Il y a des exemples extrêmement intéressants qui ne sont pas du tout dans le chaos avec le numérique. Le maire de Séoul, 11 millions de personnes, il n'est pas en train de tweeter, on n'est pas dans une cour numérique. Il écoute les citoyens, il a un service qui écoute les gens. Il y a une possibilité d'un lien différent entre gouvernant et gouverné. C'est en train d'être testé au Brésil. Il y a aussi un professeur universitaire qui a mis 5 ans à faire de la co-construction de lois avec des citoyens. La loi a été votée. Aux Philippines, la loi n'a pas été votée, mais elle a été présentée. On voit bien que partout dans le monde, les idées viennent des marges, mais il y a des solutions qui sont imaginées. C'est aussi à tous les politiques de s'inspirer de ces exemples-là. Julia Cagé. Moi, je suis un peu trop jeune pour être une intellectuelle scrogneux. Donc, je suis fondamentalement optimiste. De toute façon, j'ai pas de grenier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous dites, et l'émergence de la démocratie participative. Il faut s'appuyer dessus parce qu'on a trop tendance à oublier qu'il y a un autre risque majeur qui existe et qu'on voit aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis. C'est la démocratie achetée par un certain nombre de milliardaires, parce qu'on a fait sauter complètement aux États-Unis toutes les bornes, toutes les limites qui existaient sur le financement de la vie politique, sur le financement des candidats, des partis. Heureusement, ça reste en France, ce qui évite à un certain nombre d'individus qui en ont les moyens, en fait, d'acheter la vie politique. Donc il faut protéger ça, déjà, il faut protéger le financement public de la vie politique, le financement public des campagnes, des partis, et puis il faut laisser de l'espace délibératif aux citoyens et à des citoyens qui soient bien informés. Nicolas Bouzou. Oui, beaucoup d'intellectuels français sont un peu comme les Français eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont tournés vers le passé. Alors, ce qu'on demande aux intellectuels aujourd'hui, c'est de nous expliquer ce qu'on va faire avec l'avenir, ce qu'on va faire philosophiquement. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'éthique de la nouvelle génétique? Qu'est-ce que c'est que l'éthique de la biologie moléculaire? Et quand vous regardez les grands penseurs, en tout cas ceux qui, moi, m'entourent, vous regardez Adam Smith, il s'intéressait aux usines à la fin du XVIIIe siècle. Marx était passionné par l'électricité. Quand il vivait dans Paris, il vivait pas très loin. Oui, non, mais oui, bien sûr, mais ce sont ceux que je fréquente. Oui, mais il s'intéressait à l'avenir. Schumpeter s'intéressait à l'avenir, si vous voulez. Et aujourd'hui, je trouve que les intellectuels nous disent en grande partie le bateau coule, ce qui est complètement faux d'ailleurs, parce que quand on dit c'était mieux avant, c'est une erreur intellectuelle. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. C'est factuellement une erreur intellectuelle. Donc le bateau ne coule pas, ça tangue, c'est très difficile. Et ce que l'on doit offrir aux Français, c'est un discours d'avenir avec des solutions. Le bateau n'a pas encore coulé, mais il y a une vraie crise sociale, politique et morale même en France. Et cette crise, elle ne se résoudra que par le haut ou par le bas, c'est-à-dire qu'il y a besoin, dans une période de crise, d'idées. Et en 1929, il y a eu la pire crise qui a traversé l'Occident. Ça n'a pas produit le fascisme partout. Aux États-Unis, ça n'a pas produit le fascisme. Ça a produit un renouvellement de la démocratie, un New Deal, une nouvelle donne, un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens. Et c'est de cela dont on a besoin. Et c'est surtout de cela que doit produire la gauche. Parce que la gauche, c'est ça. C'est un récit qui raconte un projet, une vision d'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, la gauche meurt de ne pas l'avoir. Clémentine Autain. Moi, je dirais qu'on a 2 chapes de plomb qu'il faut essayer d'éviter. C'est la guerre des identités. Je pense que c'est un piège mortifère qui aujourd'hui fait le jeu du Front National et duquel on ne peut pas se tirer. Et une autre affaire qui bride aujourd'hui les têtes, c'est bien sûr le poids de la finance, des enjeux budgétaires, de la dette, de tout la doxa, enfin de tout ce qu'on nous impose. Il y a la dette, il faut faire comme ça l'austérité. Si on reste enfermé dans ce champ-là, alors rien n'est possible. Il faut qu'on ouvre nos imaginaires au-delà de cette guerre des identités, au-delà de ce capitalisme financiarisé qui bride dans tous les secteurs les possibilités tout simplement de faire vivre le progrès humain. Et pour retrouver le fil du progrès humain, je crois que dans la société, en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent qui laissent à penser que ça bouge beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révolution lente qui arrive et qui se cherche. Mais il faut accepter qu'on est dans ce moment où on cherche. C'est un temps qui n'est pas celui qui correspond au prochain tweet, à la petite phrase, voire même à la prochaine élection, qui est un petit peu plus long que ça. Mais c'est notre responsabilité collective, pas simplement aux politiques en tant que telles, à l'ensemble des citoyens, citoyennes, intellectuels, artistes, personnalités engagées dans le mouvement social ou politique, que d'arriver à fédérer et à mener ce travail. Et puisqu'on a parlé de Zemmour, il n'y a pas que Zemmour, justement, pour nos imaginaires. Il y a aussi Thomas Piketty qui fait le tour du monde. Ça raconte quelque chose sur les questions de classe qui sont posées. En tout cas, les enjeux, justement, entre les héritiers, les rentiers et les autres, le commun des mortels. Il y a aussi Despentes, Karen Thuil, Olivier Adam, qui façonnent
un imaginaire plus contestataire et sur lequel, à mon avis, on peut retrouver un grand récit en partant de traditions, mais aussi en se projetant dans le monde tel qu'il arrive. Dernier mot, Dominique Rousseau. Dernier mot. Alors, le dernier mot, c'est pour dire que nous vivons une époque heureuse, très heureuse, parce que nous avons tout à reconstruire. Notre génération, la génération qui vient, a à reconstruire ce monde. Évidemment, en tenant compte de ce qui s'est fait. Pour moi, le plus bel article, c'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cet article, il n'est pas derrière nous, il est devant. Vu toute la misère du monde qu'il y a, cet article, il nous tire pour réinventer le monde. Et réinventer le monde autour de quoi? Autour, alors, d'une identité, mais d'une identité qui se fait sur les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ils ne sont pas occidentaux, ils ne sont pas français, ils sont universels. Et c'est ce que nous a démontré la marche du 11 janvier. Parce que si vous ne construisez pas le peuple sur un accord sur le droit, comme disait Cicéron, vous allez le construire sur quoi, le peuple? Un accord sur le sang? Un accord sur la race? Un accord sur la religion? La seule dimension heureuse pour la démocratie qui vient, c'est de le reconstruire sur les droits de l'homme, en partant d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Camus, qui lie les deux. Je me révolte, donc nous sommes. Pas je me révolte, donc je suis, mais je me révolte, donc nous sommes. Et les droits de l'homme, à la base de tous les droits de l'homme, il y a une révolte de l'individu, et cette révolte de l'individu lui fait rencontrer les autres. Je me révolte, donc nous sommes. Alors, allons-y. Ce sera le mot